Bienvenue à cette conférence sur l'obsolescence programmée. Nous allons avoir donc trois intervenants. Lydie Tollemer, qui est juriste au Centre européen de la consommation. Nous enchaînerons ensuite sur une petite start-up, enfin même une grande start-up en grande évolution, puisqu'elle ne fait que monter en ce moment, qui est spécialisée donc dans le recyclage ludique. Et enfin, nous finirons, puisque je le rappelle, l'idée de base était de remettre l'obsolescence programmée dans son contexte économique et d'en proposer peut-être des alternatives. Nous accueillons pour ça M. Froment, Éric Froment, qui lui est consultant en entreprise, spécialisé justement dans la décision stratégique en matière d'orientation stratégique pour ce qui est du respect de l'environnement, tout en conservant finalement les objectifs d'une entreprise. Je pense que cette partie-là intéressera beaucoup les professionnels. Voilà, alors on peut accueillir s'il vous plaît chaleureusement Madame Lydie Tollemer, qui nous vient d'Allemagne. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis vraiment honorée d'être invitée ce soir pour parler de mon mémoire, en fait. Donc, je vais commencer d'abord par une petite introduction. Donc, peu de gens le savent, mais le 22 août 2012, la population mondiale a consommé toutes les ressources naturelles que la planète peut produire en un an. Il faut savoir pourquoi, pour quelles raisons. Surpopulation ou surconsommation. Les industriels sont-ils les seuls états de fait? Les consommateurs, peut-être. Et si inconsciemment, les consommateurs n'étaient pas poussés à consommer toujours davantage, d'abord à cause des publicités, des médias, voire même des phénomènes de mode, mais aussi à cause de l'obsolescence programmée. La toute première personne qui semble avoir vraiment théorisé la notion d'obsolescence programmée est le courtier en immobilier Bernard London, qui, dans son ouvrage The New Prosperity, publié en 1932, détaille avec précision le système mis en place si l'obsolescence programmée était légale et obligatoire. En effet, pour London, l'obsolescence programmée avait pour but, dans un contexte des années 1930, de relancer l'économie sérieusement touchée par la Grande Dépression. L'idée n'était vraiment pas de fragiliser les produits en fait, par des composants moins chers ou d'autres composants. Vraiment, c'était une mort légale, c'était vraiment obligatoire. Comme toutes les théories, il y a forcément les détracteurs, il y a les objecteurs, et donc ce sont des personnes qui sont particulièrement sceptiques à l'existence et surtout à l'application de l'obsolescence programmée. Parmi elles, l'économiste Alexandre Delegue a écrit le 8 mars 2011 un article sur son blog concernant l'obsolescence programmée, en reprenant le documentaire de Cosima Danoretzer, Prêt à jeter, qui est passé sur Arte assez souvent. Sa contre-théorie affirme que l'obsolescence programmée ne peut pas être mise en œuvre par les entreprises parce qu'elles n'en tirent aucun intérêt ni aucun profit. Il défend même que si les produits achetés par les consommateurs tombent plus vite et plus facilement en panne, c'est parce que les coûts de production doivent être abaissés pour permettre de vendre les biens au prix les plus bas possibles. Outre l'inévitable fragilité des nouveaux composants, il ne faut pas oublier les goûts et les envies changeants des consommateurs. Après réflexion, ces économistes avancent que ce sont surtout ces phénomènes de mode qui font que les consommateurs se débarrassent de leurs biens avant leur mort. C'est dommage qu'ils meurent quand même. Beaucoup de téléviseurs à tube cathodique se sont retrouvés en déchetterie encore en état de marche parce que les consommateurs voulaient suivre la mode de l'écran plat. La notion d'obsolescence programmée dénonce un stratagème par lequel un bien verrait sa durée normative sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d'usage pour des questions de modèle économique. Ces techniques peuvent notamment inclure l'introduction volontaire d'une défectuosité, d'une fragilité, d'un arrêt programmé, d'une limitation technique, d'une impossibilité de réparer ou d'une non-compatibilité logicielle. Il existe beaucoup d'autres définitions. Certaines, elles ne se ressemblent pas toutes. Certaines évoquent franchement un raccourcissement de la durée de vie des produits. D'autres ne prononcent pas les adverbes délibérément ou volontairement. Mais elles ont toutes un point commun. L'objectif premier de l'obsolescence programmée dans ces définitions, c'est d'inciter le consommateur à racheter un produit plus tôt que prévu. Pour le recyclage, pareil, très rapidement, je voulais vous parler de quelque chose qui m'a énormément choquée. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler du sac à dos écologique.
lorsque le consommateur en fait, jette un bien, un ordinateur portable, une machine à laver ou quelque chose, il jette non pas seulement le poids du bien en déchets, mais il jette aussi tous les déchets intermédiaires qui ont été nécessaires pour la fabrication de ce bien. Et je voulais vous poser une question. Je voulais savoir, pour vous, lorsque on fabrique un ordinateur portable de 2,8 kg, combien de kilos de déchets intermédiaires il faut pour produire ce bien? Est-ce que vous avez une idée? 10 kilos? 15 fois son poids? Ça ferait combien? Ça ferait 30 kilos? 30 kilos. 434 kilos. Donc pour produire un ordinateur de 2,8 kg, le fabricant a jeté 434 kg de déchets au préalable. Donc imaginez un réfrigérateur, une voiture, une machine à laver, un sèche-linge. C'est énorme. C'est à mon avis des milliers de kilos de déchets qui ont été nécessaires pour fabriquer ces biens. Maintenant, je vous invite à accueillir chaleureusement Victoire et Anaïs de l'entreprise Cannibal, donc qui vous parle un peu de recyclage, d'innovation responsable en quelque sorte. Voilà, merci. Bonjour à tous. Alors nous, on va vous parler d'un sujet un petit peu plus positif et complètement impulsif, puisque l'idée, c'est de recycler tous vos déchets boissons. Donc que ce soit les canettes, les gobelets, les bouteilles qu'on retrouve dans tous ces sites, que ce soit les entreprises, les universités, les lieux publics, voilà, il y en a partout, c'est mis partout. Et voilà, c'est un geste qu'on fait quotidiennement sans se rendre compte de l'impact que ça a. On le fait de nombreuses fois, on a des chiffres assez parlants. En entreprise, un collaborateur utilise jusqu'à 4 gobelets par jour. Voilà, donc 4 déchets jetés, ça fait... En volume, ça prend énormément de place et en plus, voilà, c'est de la matière. Du coup, l'idée de Cannibal, c'est justement d'essayer d'éveiller les consciences sur ce sujet-là et d'impliquer tous les collaborateurs, tous les étudiants dans les universités dans le geste du tri, mais avec un aspect positif. Pas en éliminant en fait cet aspect anxiogène qui est attention, il faut trier, pensez à vos enfants, c'est la fin du monde, etc. C'est pas du tout le sujet. Le sujet, justement, c'est d'inciter par le jeu. Tout simplement, lorsque la personne a terminé sa canette, son gobelet ou quoi, elle pose son déchet dans le collecteur. Là, vous avez un système de reconnaissance du déchet par la forme et par le poids. Ce déchet est compacté et trié. Donc, parce qu'à l'intérieur du collecteur, vous avez 4 bacs. Un pour les canettes, un pour les bouteilles, un pour les gobelets. Et un 4e bac qui est le bac de relais, on va dire. Parce qu'il y a toujours un déchet qu'on retrouve plus sur un site. Typiquement, l'entreprise, c'est le gobelet. Les nombreux distributeurs de café. Et voilà, après tout ce système donc, de compactage, de tri, il y a une loterie qui se met en route. Donc, si la loterie est gagnante, parce qu'elle ne l'est pas forcément, sinon ce serait un peu blasant, elle a le choix entre 4 bons de réduction ou faire un don à une association. Et c'est là-dessus qu'Anaïs travaille, parce qu'effectivement, l'idée, c'est d'inciter les étudiants, entre autres, à recycler. Et pour ça, il faut qu'on leur propose des bons de réduction qui soient attractifs. Derrière, il faut effectivement, comme le disait justement Anaïs, être pédagogique et pouvoir certifier que effectivement tous ces déchets qui sont collectés par le collecteur partent dans des filières certifiées. Donc pour chaque type de déchet que l'on récupère, on a une filière. L'idée globale, c'est vraiment de s'inscrire dans une économie circulaire et de dire tous les déchets qui sont récupérés par Cannibal sont réintégrés dans le tissu industriel. Voilà. À présent, nous allons attaquer la partie un peu économique. Alors pour ça, je vous demande d'accueillir Monsieur Éric Froment, ici présent. Je vais répondre à la question posée par l'invitation, c'est-à-dire la croissance et le développement durable sont-ils compatibles? Je crois personnellement que non seulement ils sont compatibles, mais qu'en fait, nous vivons sur une utopie qui est que l'obsolescence programmée semble incertain, comme a dit Lydie, indispensable au développement de l'économie, ce qui n'est pas du tout le cas, et j'ai l'ambition ce soir de vous le démontrer. J'ai le choix entre un produit à 100 € qui est censé durer, sur lequel je n'ai pas de doute, et un produit à 50 € sur lequel j'ai un doute. Il se trouve que le produit à 100 € va durer 6 ans, mais que le produit à 50 € va durer 2 ans. Et donc, vous voyez, nous sommes confrontés en réalité tous les jours à ce type de problématique. Et bien souvent, nous disons, je prends l'option du moins cher parce qu'au moins là, je fais des économies, ce qui est souvent faux.
Alors, qu'est-ce que l'économie de fonctionnalité? Je vous ai promis de vous le préciser. Eh bien, il y a plusieurs définitions, mais celle-ci est une définition de base, et c'est par elle qu'il faut commencer. Et justement, la définition correspond bien à ce que nous voulons en faire. C'est d'abord le fait de remplacer la vente du bien par la vente de l'usage du bien. C'est aussi le découplage de la valeur ajoutée de la consommation d'énergie et de matières premières. Ce qui s'est passé ces dernières années, c'est certes qu'il y a eu la concurrence de main-d'œuvre à plus bas prix, mais c'est aussi que les gains de productivité que nous avons réalisés dans nos pays ont été compensés, et même au-delà, par l'augmentation des prix de l'énergie et des matières premières. Et donc, il faut que nous devenions le plus possible indépendants, ou le moins dépendants possible, des ressources matérielles, énergie et matières premières. Donc, vous avez compris le principe. La baisse de l'innovation a fait baisser la consommation. Pour relancer la consommation, on a développé le crédit et l'obsolescence programmée. Je vous en donne la preuve si vous ne croyez pas qu'on a fait baisser l'innovation. Ça vient de la Commission européenne, c'est la stratégie de Lisbonne. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui ont quelques années. Ce que dit le Forum économique mondial n'est pas forcément parole d'évangile, mais ça serait aussi dangereux de ne pas en tenir compte du tout. Alors, en résumé, que dit-il? Eh bien, il dit que si vous voulez avoir une croissance à long terme, il vous faut une sécurité d'approvisionnement, une croissance économique, un bon niveau et une durabilité environnementale. De la part de ce club d'hommes d'affaires, je pense que ça mérite réflexion. Alors dans cette salle, y a-t-il des questions? Donc que ce soit sur l'obsolescence pure, sur les aspects économiques ou éventuellement sur la société qui vous a été présentée? Bonjour, moi j'avais une question plus pour Cannibal en fait, qui rejoint aussi un peu la question de monsieur. Donc c'est très bien d'avoir fait une machine qui permet de collecter tout ce qui est bouteilles, gobelets et canettes, enfin tout ce qui va. Mais la question, c'est pourquoi on démocratiserait pas plus l'utilisation d'une tasse classique qu'on a chez nous. Un mug, par exemple. Par exemple, et que chacun lave son mug quand il le souhaite. Alors, l'utilisation du mug, pour le coup, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais il s'avère que au niveau écologie, c'est bien pire qu'un gobelet plastique, parce que le fait de le laver à l'eau. Voilà, bon, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est prouvé. Enfin, en comparatif, si je dis je prends mon mug et je le lave, enfin je le lave, ça reste du café, enfin on le rince, c'est pas besoin de mettre 4 litres d'eau. Donc en comparaison à ça, le coût d'un camion, que ce soit un coût financier ou un coût écologique, quel est-il? Après, il faut prendre en compte que la matière également est recyclée. Donc oui. La matière est réutilisée. Et donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher de nouvelles matières premières, où là aussi, ça coûte très cher et c'est très pauvre. Oui, Monsieur Froment, puisque vous appelez de vos voeux la naissance d'une économie de fonctionnalité, on aimerait que vous nous rendiez concret ce que vous appelez la vente de l'usage, qui serait le nouveau paradigme, enfin le nouveau relais de croissance. Est-ce qu'il y a des exemples concrets qui existent aujourd'hui? J'aurais pu commencer mon intervention en vous demandant si, à l'intérieur de cet amphi, il y avait au moins une personne, voire davantage, qui avait déjà pratiqué l'économie de fonctionnalité à titre personnel ou professionnel. 1, très bien. 2, bravo. Les autres, non. 3. Je prends le pari que tout le monde l'a fait déjà. Tout le monde l'a fait parce que je suppose que tout le monde est allé déjà faire laver sa voiture à la station de lavage automatique, c'est-à-dire que vous avez payé l'usage d'une machine qui ne vous appartient pas, et je suppose que vous avez tous utilisé un téléphone. Or, le téléphone a été inventé en 1869, si ma mémoire est bonne, et depuis, le modèle a toujours fonctionné sur l'économie de fonctionnalité. Via l'abonnement, vous payez l'usage d'immenses infrastructures sans lesquelles vous ne pourriez pas téléphoner. Concernant la première intervention, j'ai bien noté en effet le rapport assez incroyable qu'est le jet de matière par rapport au poids final de l'outil. Est-ce que cette quantité jetée est une quantité réductible? Est-ce que c'est un souci d'optimisation ou de process? Ou alors est-ce qu'on est condamné à toujours jeter plus de 200 kg de matière pour un résultat bien moins élevé? Honnêtement, je ne pense pas que ça soit vraiment à grande échelle vraiment réductible.
bien sûr, on pourra toujours réduire vraiment parce qu'il y a forcément le recyclage, etc. Mais il y a quand même les matières premières qui doivent être extraites pour pouvoir construire cet ordinateur. Et donc, en amont, le professionnel est obligé de jeter certaines choses et ça représente 434 kilos. Je pense qu'on peut toujours continuer à réduire, forcément, parce qu'on est capable d'innover, de progresser, mais je ne pense pas qu'on puisse arriver pour un ordinateur à 2,8 kilos à, par exemple, 10 kilos de déchets, par exemple. Ça serait trop extrême.